Bonjour à tous, aujourd'hui je partage avec vous 7 conseils en finances personnelles pour bien gérer son argent et surtout pour s'assurer un avenir financier des plus sereins. Voyez cette vidéo comme une sorte de guide à ne jamais oublier et finalement la base d'une bonne hygiène financière. Quel que soit votre âge et que vous soyez déjà au taquet sur les finances personnelles ou bien que vous soyez totalement débutant, cette vidéo est faite pour vous. En effet, si jamais vous êtes déjà, comme je le disais, au taquet, eh bien dites-moi à la suite du visionnage de cette vidéo combien de conseils sur les 7 que je vais citer aujourd'hui vous appliquez personnellement. Ça vous fera une petite note sur 7 et vous pourrez voir exactement où vous en êtes. Et si jamais vous êtes totalement débutant, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis sûr que vous allez apprendre énormément de choses sur l'argent et sa gestion pour vous assurer, comme je le disais, un avenir financier un petit peu plus serein. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne L'épargne 2020, la chaîne qui parle argent, budget, finances personnelles, épargne et investissement. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite vraiment à t'abonner, c'est gratuit et tu pourras évidemment changer d'avis à tout moment. Avant de démarrer avec les 7 conseils en finances personnelles, une question essentielle, les finances personnelles, qu'est-ce que c'est? Même si l'argent ne fait pas le bonheur, je pense sincèrement que le manque d'argent ne rend pas heureux lui non plus. Du coup, si vous avez tendance, comme beaucoup de Français, à vous retrouver dans des situations difficiles au niveau de votre gestion financière, comme par exemple être à découvert ou tout simplement dans le rouge, que ce soit régulièrement ou encore tous les mois, eh bien vous devriez clairement vous intéresser au sujet très vaste des finances personnelles. Peut-être à l'inverse que vous n'avez aucun souci pour réussir à garder de l'argent et donc en épargner et que vous avez justement tendance à en accumuler beaucoup sans savoir forcément quoi en faire, comment l'investir et le faire fructifier. Encore une fois, le sujet des finances personnelles va vous intéresser. Comme pour n'importe quel sujet, l'argent possède son propre vocabulaire. Et l'argent, tout simplement, ça s'apprend. Gérer son budget, comment épargner, comprendre les différents types d'investissements, mais aussi les frais, la fiscalité, tout cela fait partie du très vaste sujet des finances personnelles. Les finances personnelles, c'est donc ni plus ni moins que la gestion de votre argent et de votre patrimoine. Grâce aux finances personnelles, vous allez apprendre que l'argent n'est ni plus ni moins qu'un outil à mettre à votre service. De plus, les finances personnelles vont clairement vous apprendre à atteindre vos objectifs et à les planifier. Si vous voulez épargner plus d'argent, les finances personnelles vont vous aider. Si vous voulez investir plus d'argent, les finances personnelles vont vous aider. Si vous voulez avoir plus d'argent pour obtenir plus de biens peut-être matériels, eh bien encore une fois, les finances personnelles vont vous aider. Si jamais vous voulez épargner pour faire peut-être plus de dons à des associations, encore une fois, les finances personnelles peuvent vous aider. Bref, vous avez compris l'idée. Premier conseil évident en finances personnelles, c'est l'importance de l'épargne de précaution. Rien de très original ici, vous le savez, surtout si vous me suivez sur la chaîne. J'ai d'ailleurs fait très récemment une vidéo totalement dédiée à l'épargne de précaution, qui est la base de la base en finances personnelles, le socle de la pyramide qui va vous emmener vers vos différents objectifs financiers. L'épargne de précaution, ce n'est ni plus ni moins que le matelas de sécurité que vous allez construire grâce à votre épargne pour toutes les dépenses imprévues qui pourraient survenir dans votre quotidien. Cette somme doit évidemment être disponible à tout moment et son montant va varier en fonction de votre situation. Est-ce que vous êtes en CDD, en CDI, en intérim? Est-ce que vous êtes indépendant ou encore à votre compte? Le but de cette épargne de sécurité n'est absolument pas de gagner de l'argent, mais c'est simplement, comme on l'a dit, le matelas de sécurité, votre parachute si jamais vous deviez sauter d'un avion en plein vol. Un frigo qui vous lâche, ou une machine à laver qui vous lâche, ou encore des réparations imprévues sur votre voiture, ou peut-être un trop perçu des impôts à rembourser, ou encore une facture que vous aviez oubliée sur un coin de votre bureau, c'est pour cela qu'est fait l'épargne de précaution. Quand on commence à s'intéresser aux finances personnelles, l'épargne de précaution, l'a dit, c'est vraiment la base et la première chose à construire avant de pouvoir commencer à investir et à comprendre vraiment comment faire fructifier son argent. Ne pas investir d'argent tant que vous n'avez pas cette fameuse épargne de précaution. Deuxième conseil en finances personnelles, l'analyse de vos dépenses. Et oui, encore une fois, je sais que ça peut paraître un petit peu rébarbatif, pourtant l'étape du budget est elle aussi extrêmement importante dans la gestion de vos finances personnelles. Il ne s'agit pas de savoir plus ou moins combien rentre et sort, mais plus vous allez être précis à cette étape, et plus vous irez vite et vous pourrez atteindre vos objectifs. En effet, vous devez savoir précisément combien rentre sur votre compte, mais également combien sort. Et également connaître principalement vos différents postes de dépenses. Ça peut être des postes de dépenses comme l'alimentation, le transport ou l'habitation et l'hébergement, mais également des postes de dépenses comme les loisirs, les plaisirs, les vacances, les dépenses imprévues et j'en passe. Il existe des tas et des tas de façons différentes de faire un budget. Personnellement, j'ai opté pour la version papier et crayon car j'aime beaucoup écrire et savoir vraiment où j'en suis, mais vous pouvez certainement opter pour un Google Sheet ou encore un tableau Excel ou encore un agrégateur de comptes sur votre mobile ou sur votre ordinateur type Banking. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous connecter sur votre compte et de purement et simplement vous demander où était passé votre argent? Je pense que beaucoup de Français se sont déjà retrouvés au moins une fois dans cette situation.
Si c'est le cas, vous devriez vraiment pousser un peu plus loin le sujet des finances personnelles et vous intéresser à la construction de budget. Prenez donc une fois par mois le temps de vous poser tranquillement dans un endroit calme et de poser tout ça sur papier ou sur votre ordinateur comme on l'a dit. Le but c'est de planifier purement et simplement votre mois pour atteindre encore plus vite vos objectifs. Plus vous allez être précis à cette étape et plus ça va être simple pour la suite comme vous le verrez. Si jamais, comme beaucoup de Français encore, vous êtes allergique au budget et que vous avez toujours des excuses pour ne surtout pas en faire, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet avec les 10 pires excuses des personnes qui refusent purement et simplement de faire un budget. Vous trouverez cette vidéo en description. Troisième conseil en finance personnelle, gardez à l'esprit que ce n'est pas le montant de votre salaire qui compte, mais bel et bien ce que vous faites de votre argent et de combien vous parvenez à conserver. Je sais que cette phrase peut en surprendre plus d'un, notamment dans un pays comme la France où parler d'argent est tabou et le fait de gagner beaucoup d'argent est très tabou également. Quand on gagne un petit salaire et qu'on galère tous les mois, on pense que forcément le fait de gagner un gros salaire va nous sortir de la panade. La réponse est oui et non. Quand on gagne un petit salaire et qu'on a tendance à faire des achats compulsifs, par exemple tous les mois, et qu'on se retrouve très souvent dans le rouge, on pense que la solution c'est de gagner plus d'argent et d'avoir un plus gros salaire. Et bien pourtant, si c'est le cas et que vous avez tendance à trop dépenser, il y a fort à parier qu'un plus gros salaire ne change strictement rien. Pire encore, cela pourrait clairement aggraver la situation. En effet, il a été clairement prouvé que si vous n'arrivez pas à gérer 1000 euros, il vous sera alors impossible de gérer 2000 euros, 5000 euros ou 10 000 euros. Le problème pour vous, ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, mais la façon de gérer votre argent et tout simplement les habitudes que vous avez. Même s'il est évident qu'avec un salaire plus haut, il est plus facile de s'en sortir, avec un salaire plus bas, en ayant de bonnes habitudes et une consommation simple, vous pouvez tout de même faire des choses très intéressantes avec votre argent. Une habitude malheureusement répandue dans notre pays fait que lorsqu'on a la chance de recevoir par exemple une promotion ou une augmentation de salaire, on a tendance automatiquement à augmenter son train de vie. On a une augmentation de 100 euros tous les mois et on va acheter des plus beaux vêtements, on va acheter une plus belle voiture, on veut montrer qu'on a réussi. C'est comme ça que fonctionne l'homme de manière générale. Alors que si vous vous retrouvez dans le même cas, que vous avez cette augmentation et plutôt que de la dépenser, vous gardez une petite partie pour vous faire plaisir et que vous investissiez l'autre partie, vous verriez clairement la différence au bout de quelques temps. Pour moi, votre salaire n'est ni plus ni moins qu'un des paramètres qui va définir votre avenir financier. Le paramètre principal, c'est ni plus ni moins que votre façon de vivre et vos habitudes. Quatrième conseil en finance personnelle, avoir plusieurs sources de revenus. Peut-être comme moi que vous êtes salarié à plein temps ou peut-être à votre compte et c'est très bien, mais est-ce que vous avez d'autres sources de revenus? Évidemment, quand je parle d'autres sources de revenus, je ne parle pas de prendre un deuxième job à mi-temps ou peut-être même à plein temps et d'échanger encore du temps contre de l'argent, c'est-à-dire travailler comme un salarié. Contre vos 7 ou 8 heures de travail par jour, vous obtenez en fin de mois un salaire. Je parle ici de sources de revenus alternatifs et plus précisément des sources de revenus passives, c'est-à-dire que vous n'allez pas personnellement travailler pour obtenir de l'argent en échange de votre temps, mais vous allez faire travailler l'argent pour vous et c'est quelque chose d'extrêmement différent. Le but ici, c'est tout simplement de ne pas dépendre d'une seule source de revenus et de s'assurer une sécurité supplémentaire. Il existe beaucoup de sources de revenus passives différentes, plus ou moins passives évidemment. Vous pouvez tout simplement par exemple avoir un portefeuille d'investissement boursier qui va vous rapporter des dividendes, donc une part des bénéfices des entreprises dans lesquelles vous avez décidé d'investir. Vous pouvez par exemple prêter de l'argent à des entreprises, ce qu'on appelle le financement participatif, et en échange vous allez recevoir des intérêts. Là aussi c'est un revenu passif et mais un revenu complémentaire qui est accessible à partir de seulement 20 euros d'investissement. Quand on parle de revenus passifs, malheureusement, beaucoup de personnes se découragent parce qu'elles voudraient gagner en quelques clics ou en quelques minutes par mois 1000 euros d'un coup d'un seul tous les mois. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça, et à moins que vous ayez plusieurs milliers et milliers, voire de centaines de milliers d'euros à poser sur la table en achetant par exemple un immeuble de rapport, il y a peu de chances que vous arriviez à gagner un tel revenu en quelques minutes par mois. Le but, vous l'aurez compris, c'est donc tout simplement mois après mois d'investir même de petites sommes d'argent dans différentes sources de revenus. Ça peut être donc un portefeuille boursier, du financement participatif, peut-être des crypto-monnaies si vous vous formez sur le sujet, ou encore de l'immobilier, pas forcément de l'immobilier classique. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne pour connaître d'autres façons d'investir, par exemple dans l'immobilier. Cinquième conseil, investir régulièrement et surtout investir le plus tôt possible. Pourquoi? Car dès qu'on va parler d'investissement, il y a trois grands facteurs qui vont rentrer en compte. Le premier, c'est le montant investi, que ce soit en une ou plusieurs fois. Ensuite, vous avez le facteur rendement, donc un rendement à 2%, à 3%, peut-être à 10%. Et enfin, le plus important, et vous allez comprendre pourquoi, le facteur temps. Pour comprendre l'effet du montant investi, pas besoin d'avoir fait maths sup ou maths.p, il est évident que si une personne met 100 euros dans une boîte tous les mois, eh bien au bout d'un an, elle aura forcément plus d'argent que la personne qui a mis seulement 10 euros tous les mois dans sa boîte.
Pour le rendement, encore une fois, rien de compliqué, il est facile à comprendre qu'un rendement à 2% est inférieur à un rendement à 5%, qui est lui aussi inférieur à un rendement à 8%. Deux petites précisions. La première, rappelez-vous que plus un rendement va être élevé, plus vous prenez des risques avec votre argent, c'est évident. Et deuxième chose, si un rendement à 8% vous paraît très haut, sachez que c'est le rendement moyen pour un investissement en bourse sur le long terme. Et pour vous illustrer l'importance du facteur temps quand on parle d'investissement, j'ai décidé de vous prendre deux exemples, l'exemple de Pierre et de Paul. Pierre et Paul veulent tous les deux préparer leur retraite et donc vont investir tous les mois une somme pendant un certain temps. Pierre va investir 500 € tous les mois pendant 15 ans car il commence à investir à partir de 50 ans jusqu'à 65 ans qui est l'âge à laquelle il décide de prendre sa retraite. Et Paul, quant à lui, va être plus prévoyant et va investir la somme de 100 € tous les mois et cela pendant les 45 ans qui lui restent à travailler, donc jusqu'à ses 65 ans également. Pour le calcul, j'ai pris la base du rendement moyen pour un investissement en bourse long terme, à savoir 8%. En investissant 500 € par mois pendant 15 ans à 8%, Pierre obtient donc au bout de ces 15 années un portefeuille qui a une valeur de 170 389,24 €. Sur cette somme, le total des intérêts générés, donc l'argent qui rapporte de l'argent, est de 79 889,24 €. Et donc, qu'en est-il de Paul qui, lui, pour rappel, a investi 100 € par mois mais pendant 45 ans, toujours avec un rendement de 8%. Eh bien, au bout de ces 45 ans, il a un portefeuille qui a une valeur totale de 483 768,74 €. Et surtout, ce qui est intéressant ici de remarquer, c'est que le montant des intérêts générés sur ce portefeuille est de 429 668,74 €. Vous voyez donc ici que même en investissant moins, il est beaucoup plus important d'investir sur une longue période, tout simplement parce que les intérêts composés sont exponentiels. C'est vraiment comme la boule de neige, on le disait, qui dévale de la montagne. Elle va de plus en plus vite et grossit de plus en plus. Vous comprenez pourquoi il est important d'investir le plus tôt possible, que ce soit pour vous ou pour vos enfants, mais également de viser donc une stratégie long terme. Ces trois facteurs réunis, donc le montant investi, que ce soit en une ou plusieurs fois, le rendement et le temps, sont les bases pour comprendre les mécaniques de l'investissement. Sixième et avant-dernier conseil, comprendre l'inflation et son impact sur votre argent et sur votre épargne. Avant le 1er février 2022, le rendement du livret A était de 0,5% d'intérêt par an, ce qui était clairement ridicule. Depuis le 1er février 2022, ce rendement a doublé et est passé donc à 1%. Et la plupart des Français sont extrêmement satisfaits puisqu'ils ont l'impression de gagner 2 fois plus d'argent grâce aux intérêts. Sauf que beaucoup ne sont pas éduqués financièrement, tout simplement parce qu'on n'apprend pas à comprendre et à gérer son argent à l'école, on ne connaît pas les règles de base des finances personnelles, et dans ce calcul, on oublie de prendre en compte l'inflation. L'inflation, vous savez déjà ce que c'est, il s'agit de l'augmentation généralisée des prix, je ne vais pas faire un topo là-dessus, on est en plein dedans actuellement à tous les niveaux. De ce fait, beaucoup de Français sont entièrement satisfaits de ce taux d'intérêt à 1% du livret A, mais ils oublient qu'en 2021, le taux d'inflation a lui été de 1,6%. Donc d'un côté, vous avez votre livret A qui vous rapporte 1%, mais l'inflation a été au-dessus, donc 1,6% l'année dernière. Vous voyez donc que le taux d'inflation est supérieur au rendement de votre livret A, donc finalement votre argent continue de perdre de la valeur tous les mois. Pire que cela, énormément de Français qui trouvent que investir est risqué accumulent d'énormes sommes d'argent sur des livrets type livret A, livret d'épargne populaire ou encore LDDS ou encore les fonds euros des contrats d'assurance vie en oubliant de prendre en compte cette inflation et finalement ils prennent autant de risques puisque leur épargne fond comme neige au soleil. Même s'ils ont un compte blindé avec 10 000, 15 000, peut-être 20 000 €, eh bien clairement cet argent vous ne pourrez pas acheter la même chose dans 5 ans avec que vous pouvez le faire aujourd'hui. Et enfin, le dernier conseil de finances personnelles, différencier une bonne et une mauvaise dette, différencier un actif d'un passif. Quand on parle de finances personnelles, il est extrêmement important pour pouvoir justement s'enrichir de faire la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Pour faire simple, contracter une dette, donc un crédit pour quelque chose qui ne vous rapporte pas d'argent, c'est une mauvaise dette. Par exemple, faire un crédit pour acheter une voiture ou encore un crédit pour acheter le dernier téléphone à la mode. Vous l'avez compris, vous ne pouvez pas revendre votre téléphone ou votre voiture plus cher que vous l'avez acheté. En plus, vous avez contacté un crédit auprès d'un établissement bancaire et vous allez payer des intérêts pour cela. C'est donc une mauvaise dette. L'exemple le plus simple pour illustrer une bonne dette est l'exemple d'un investissement immobilier. Vous allez emprunter par exemple la somme de 100 000 € à votre banque et le rendement de l'appartement que vous avez acheté est supérieur au taux d'intérêt généré par votre banque. De ce fait, vous vous enrichissez même si vous avez fait un crédit. De manière générale, il est donc extrêmement important de comprendre que toutes les dettes ne se valent pas. Et une fois que vous avez compris cela, il est aussi encore plus important de comprendre la différence entre un actif et un passif. Pour faire simple, un actif va mettre de l'argent dans votre poche alors qu'un passif va vous coûter de l'argent. Et pour cela, on va prendre encore deux exemples.
Demain, imaginons que vous achetiez une voiture, qu'elle soit neuve ou d'occasion, peu importe, mais donc vous allez payer pour cette voiture, vous allez payer l'entretien, vous allez payer le carburant, vous allez payer votre assurance, les réparations, etc., plus le prix de la voiture. Si dans 3 semaines vous voulez revendre votre voiture, encore une fois, vous ne pouvez pas la revendre plus cher, cela ne vous rapporte pas d'argent, c'est donc ce qu'on appelle un passif. Un actif, lui, va vous rapporter de l'argent. C'est donc le cas, par exemple, d'un portefeuille d'actions à dividendes qui, tous les mois, selon les actions que vous avez, ou tous les ans, va vous rapporter des petits dividendes, donc des parts, des bénéfices dans votre poche. Ça vous rapporte de l'argent, c'est ce qu'on appelle purement et simplement un actif. Encore l'exemple de l'immobilier qui, lui, va vous rapporter un loyer tous les mois ou simplement rembourser le crédit à la banque grâce au loyer. C'est ce qu'on appelle, encore une fois, un actif. Robert Kiyosaki, dans son livre Père riche, Père pauvre, expose très bien la différence entre une bonne et une mauvaise dette et un actif et un passif. Je vous invite vraiment à lire ce livre si vous ne l'avez pas fait. C'est un basique en finance personnelle qui est encore très à la mode de nos jours. Il définit d'ailleurs lui-même cela dans son livre comme le secret de la richesse. Ne pas acheter de passifs ou en tout cas les limiter et acheter le plus d'actifs possible. Si vous faites cela sur un horizon de placement très long, il y a fort à parier que vous allez vous enrichir. Évidemment, il est impossible de supprimer tous les passifs, nous sommes bien obligés d'avoir des meubles, un frigo, une machine à laver, une voiture, son travail loin de chez soi. Le but, c'est simplement de les limiter ou de comprendre quand on achète un passif qu'il s'agit d'un passif et qu'il ne va pas nous rapporter d'argent pour justement se concentrer sur avoir un portefeuille d'actifs différenciés et diversifiés pour pouvoir justement s'enrichir mois après mois. Dites-moi maintenant, si vous êtes aguerri sur les finances personnelles, combien de conseils sur les 7 vous appliquez personnellement. Ça va vous faire donc une note sur 7. Dites-moi si vous avez eu 0 sur 7, 1 sur 7, 2 sur 7, etc. Vous avez compris. Si jamais vous découvrez les finances personnelles par cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à la poser car je réponds à tous les commentaires. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo va donner envie au plus grand nombre de prendre soin de vos finances personnelles, de prendre soin de votre argent et de votre gestion budgétaire. Bref, vous avez compris. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye et prenez soin de vous.